Et nous avons le plaisir de rejoindre Rémi Tel, qui cofondateur du collectif Peuple Libre, mais c'est presque de l'histoire ancienne, et qui surtout est un bon spécialiste des nouvelles technologies, et avec qui nous allons parler d'Elisabeth Borne et de son idée brillante d'intelligence artificielle au service des professeurs. Bonjour Rémi Tel. Bonjour Richard, bonjour à tous, ravi de vous rejoindre pour cette nouvelle saison sur la matinale de Radio Courtoisie. Oui, hier on m'a proposé de parler de ce sujet. Je n'ai pas forcément prévu de propos préliminaires, mais je m'y suis plongé pour vous ce matin et je dois vous confier ma grande surprise avec ce sentiment à quelques jours peut-être de la chute du gouvernement Bayrou, qu'on s'est lancé dans une sorte de concours Lépine de qui pourra détruire le plus la France avant de partir. Il y a ce sentiment d'une forme de politique de la terre brûlée. Et je crois que cette décision autour de l'IA à l'école en fait partie, quand bien même, je crois qu'il ne faut pas diaboliser l'IA en tant que telle, mais on va en discuter ensemble. Alors, la manière dont Elisabeth Borne parlait de la chose, c'est de dire que on va proposer aux professeurs une intelligence artificielle pour les accompagner dans leur métier. Donc l'idée, c'est, alors juste pour le gag, la France va mettre 20 millions d'euros pour avoir une intelligence artificielle souveraine dès l'année scolaire 2026-2027. Donc pendant que la France investit 20 millions d'euros pour une intelligence artificielle souveraine, rappelons que les 18 grandes compagnies d'intelligence artificielle aux États-Unis ont investi 1000 milliards de dollars. Voilà, bon, ça donne la mesure de l'ambition et sans doute la qualité de l'intelligence artificielle qu'on va réussir à pondre. Est-ce que cette intelligence artificielle, pour aider les professeurs à préparer leurs cours, les aider à comprendre ce que les élèves n'ont pas compris, est véritablement une bonne idée, ou est-ce qu'au contraire, on va achever de décérébrer des profs dont le recrutement est de plus en plus nul? Ma question n'est pas du tout orientée. Alors, plusieurs choses. Le recrutement des professeurs aujourd'hui en région parisienne se situe pour l'école primaire autour de 7 sur 20, entre 5 et 8 sur 20 pour l'admissibilité à l'oral. C'est vous dire comme le métier a perdu de son aura, mais aussi de son attractivité, puisque c'est le résultat direct de la raréfaction des vocations autour du métier d'enseignant. De mémoire, en région parisienne, il doit y avoir quelque chose comme plusieurs centaines de postes qui sont encore vacants. Et donc, face à cette baisse du niveau des enseignants, on a une fausse bonne idée qui est de dire nous allons proposer à des enseignants dont le niveau a déjà considérablement baissé une forme de cerveau auxiliaire. Ce terme, c'est Elisabeth Borne elle-même qui l'emploie pour les aider à préparer leurs cours. À mon avis, il y a plusieurs difficultés dans cette mesure. Premièrement, ce sera difficile d'annoncer fièrement que les profs font leurs cours avec de l'IA et de défendre par la même occasion les élèves de l'utiliser pour réaliser leurs devoirs à la maison. Or, vous savez peut-être qu'il y a quelques semaines, une charte a été mise en place par le ministère de l'Éducation nationale, qui encadre un petit peu l'utilisation de l'IA dans les cours, enfin dans les cours, oui, lors des enseignements. Donc ce serait en quatrième et en seconde et bien sûr, on proclame que jamais, au grand jamais, l'IA ne peut se substituer à la réflexion personnelle de l'élève. Sauf que les premiers retours d'expérience qu'on a, non pas au niveau primaire ou au niveau secondaire, mais au niveau universitaire, c'est qu'en réalité, il est assez impossible de démontrer, de prouver l'utilisation d'une intelligence artificielle dans la réalisation d'un devoir. Et vous avez aujourd'hui des jurys qui se réunissent et qui, devant des candidats ayant les plus grandes difficultés du monde à terminer une phrase française, enfin une phrase correcte en français, découvrent des mémoires, voire des thèses dignes des plus grands philosophes du siècle dernier. Mais comment prouver que ces élèves ne sont pas les auteurs de ces travaux? Donc c'est bien beau de dire ce ne sera pas possible de bosser avec de l'IA si il est techniquement impensable de discriminer entre ceux qui auront réalisé le travail honnêtement et ceux qui ne l'auront pas fait. C'est sûr que l'IA
enfin, je termine déjà par là sur ce premier point, pardon. Je Donc, croyais il y a une justement. forme, à mon avis, de prime, si vous voulez, à la malhonnêteté et au-delà de la question même de l'usage de l'IA dans l'apprentissage, il y a un signal assez délétère qui est envoyé avec cette mesure, je crois. Alors, pour ce qui est de rebondir sur ce que vous dites sur l'usage de l'IA dans les apprentissages, je crois que les premières études universitaires viennent de sortir qui expliquent que ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle, en fait, ont de moins bons résultats cognitifs, c'est-à-dire que même s'ils sont capables de bien utiliser l'intelligence artificielle pour que l'intelligence artificielle leur apporte des connaissances, ils ont tendance, en fait, à moins bien les assimiler, moins bien les restituer, moins bien les utiliser. Donc voilà, même quelqu'un qui serait honnête et qui aurait l'intelligence artificielle comme complément en fait à ses propres forces pour comprendre un sujet, finirait en fait par se reposer totalement sur l'intelligence artificielle plutôt que d'être capable d'ouvrir un livre ou même de consulter Internet sans lancer son intelligence artificielle favorite. Euh, Est-ce que on a, pour repartir un peu en arrière dans votre conversation, est-ce qu'il y a la possibilité de déceler véritablement ceux qui utilisent l'intelligence artificielle ou est-ce que maintenant les intelligences artificielles sont capables de tromper l'ennemi en quelque sorte? C'est la différence entre les indices graves et concordants et la preuve dans un procès. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez devant vous un élève qui manifestement n'a pas le niveau et qui produit un devoir exceptionnel, l'intime conviction, c'est qu'il a utilisé une aide, en l'occurrence l'intelligence artificielle. Mais c'est impossible à prouver, voilà, puisque l'IA est générative, c'est-à-dire qu'elle crée de nouveaux contenus. Et si vous posez 2 fois la même question à une IA, elle vous produira 2 réponses qui convergent dans le même sens, mais formulées d'une façon différente. Il est donc impossible de démontrer l'utilisation d'une intelligence artificielle. Et donc, ça jette le soupçon, évidemment, sur l'ensemble des travaux avec des élèves honnêtes qui peut-être un jour ne supporteront plus non plus de devoir accepter des notes un peu moins bonnes que celles de leurs camarades qui auront triché. Vous savez, Jacques Ellul, le philosophe Jacques Ellul, parlait de la différence entre la culture et la documentation. Ben, dans cette affaire, en fait, on confond la culture et la documentation. Je pourrais, ou j'aurais pu tout à fait, ça peut m'arriver de le faire d'ailleurs, pour préparer notre émission, aller demander à ChatGPT ce que pensent les uns et les autres de l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'école et de synthétiser des études internationales sur les effets de l'usage de cette intelligence artificielle. C'est tout à fait possible. Mais il y a une différence, si vous voulez, entre euh, connaître un sujet, vérifier un point à l'aide de l'IA, et puis déléguer complètement à l'IA une mise à disposition d'informations qui ne sont pas appropriées et qui, au fond, n'ont pas plus à voir avec moi qu'avec n'importe quel autre. Et je ne fais que d'être un peu le perroquet de ce que j'aurais entendu. Donc la culture, c'est pas simplement une information brute, c'est une démarche. C'est le cheminement intellectuel qui vous conduit à dire, bah voilà, sur tel sujet, c'est plutôt tel auteur qui est pertinent. Quitte ensuite à aller trouver le numéro exact de la page où se trouve la citation grâce à l'intelligence artificielle. Mais pour qu'elle soit véritablement utile, à mon avis, et de l'expérience que j'en fais, que je peux en faire, elle suppose quand même une forme de réflexion personnelle préalable. Or, quand on commence dès la quatrième à mettre l'intelligence artificielle dans la main des élèves, eh bien, on les prive de cette réflexion préalable. Et l'intelligence artificielle, alors, n'est plus un outil, mais devient le maître d'une certaine façon. Et vous savez, le, le neurologue, urologue Laurent Alexandre, qui n'est pas forcément de nos amis politiquement, euh, dans son livre sur ChatGPT, écrit bien que la meilleure réponse face à l'intelligence artificielle, c'est justement la sanctuarisation du savoir et le développement chez les élèves d'une intelligence bien réelle qui puisse leur permettre ensuite de s'approprier l'IA. Et on a beaucoup parlé au XXe siècle, un peu moins aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que le problème est en voie d'être résorbé, mais de la fonte des glaces.
le grand sujet du 21e siècle, c'est la fonte des cerveaux. Parce que, à force de ne pas réaliser les opérations mentales qui conduisent, à partir d'une question, à produire un résultat, eh bien, on se laisse complètement dominer par ce qui devrait rester un outil. Et à cet égard, l'intelligence artificielle peut être un outil formidable. On se retrouve avec des professeurs qui sont mauvais, comme vous le disiez. Voilà, Bien sûr. ce sont des gens qui ont en dessous de la moyenne à l'écrit et donc qui arrivent, on admet aux oraux, des gens qui n'ont même pas la moyenne à l'écrit et même qui ont des notes peuvent descendre jusqu'à 5. Donc c'est une pure catastrophe. Ces gens-là, l'éducation nationale, par la voix de son ministre actuel, Elisabeth Borne, décide qu'en fait, ils sont incapables de structurer un cours et donc on va leur demander, on va les aider avec ce cerveau auxiliaire. Je trouve remarquable que la République mette à disposition des citoyens gratuitement des cerveaux auxiliaires. Je crois qu'on n'a jamais vu une telle démonstration de totalitarisme mou que dans cette décision. Et ils vont donc être capables de réciter, eux, comme des perroquets, ce que le cours leur ordonne de dire, mais c'est dans l'idée d'une transmission des connaissances qui, par ailleurs, est encore, comment dire, pas du tout à l'ordre du jour dans l'éducation nationale, puisqu'il faut encore que l'élève co-construise ses savoirs. Autrement dit, on va avoir une intelligence artificielle du côté du professeur qui va répondre à l'intelligence artificielle du côté de l'élève, c'est-à-dire que le cours consistera à donner un devoir aux élèves qui utiliseront l'intelligence artificielle pour le résoudre. Le professeur demandera à l'intelligence artificielle de juger les copies d'intelligence artificielle des élèves. Il y a une espèce de miroir, on a l'impression d'un photon pris entre deux miroirs en train de rebondir follement et où les deux protagonistes, c'est-à-dire l'élève d'un côté, la classe d'un côté, le prof de l'autre, assisteront à un combat d'intelligence artificielle qui finiront par parler entre elles. On est en train de mettre en place vraiment, non pas un outil pour aider à comprendre, à apprendre, à aller chercher des sources, mais un outil pour faire en sorte que les connaissances deviennent inutiles. C'est parce que c'est ça aussi l'intelligence artificielle. S'il s'agit de donner une réponse, 1515 Marignan, 1789 la Révolution française. Je dis 1789 la Révolution française parce qu'on a interrogé des jeunes Français dans la rue à l'occasion du 14 juillet. Ils ne savaient pas pourquoi, en fait, ils étaient en train de fêter le 14 juillet. Voilà, les réponses étaient baroques et désespérantes. Et on est en train de tout focaliser sur est-ce que tu connais un certain nombre de choses et pas du tout sur es-tu capable d'apprendre, es-tu capable de connaître. C'est ça quand même l'incroyable déficit. C'est-à-dire ce que apprenait l'éducation avant, à travers l'éducation pénible de la lecture, de l'écriture, du calcul, et après ça le français, l'histoire, c'était d'emmagasiner des grilles d'appréhension du monde. Si je sais calculer, ben je sais dans la vie de tous les jours, je sais tenir un budget, je sais prévoir une dépense. Si je sais parler français, ben je suis capable de m'expliquer plutôt que de me battre. Si je suis capable d'écrire, ben je suis capable de répondre moi-même plutôt que de passer par les autres. Et donc là, en fait, il y a une gigantesque intermédiation qui est en train de se mettre en place. Une intermédiation numérique où la personne, en fait, sans appendice numérique, est incapable d'interagir avec les autres. Oui, puis avec cette image très belle que vous Vous avez m'avez dit que vous ne feriez pas utilisée, d'édito, donc je le fais à votre place, pardonnez-moi. merci, de photons entre deux miroirs, qui rebondissent entre deux miroirs, à savoir une forme de dépossession collective, en réalité, du savoir et de la culture par l'IA. Et c'est comme de donner un arc à un singe, si vous voulez. C'est-à-dire que l'arc en tant que tel peut permettre de cibler très précisément les choses, mais aussi de tirer sur le copain ou de viser le ciel sans le sans le moindre effet. Et donc, en fait, on se méprend sur ce qu'est la culture, sur ce qu'est le savoir. Mais parce que, comme vous l'avez souligné au départ de votre intervention, hein, de votre interpellation, en réalité, l'école n'est plus pensée comme le lieu de la transmission du savoir, mais comme le lieu où devrait se maintenir sans vague une forme de cadre en statu quo. C'est ça aujourd'hui l'éducation nationale. Et quiconque a fait l'expérience d'approcher un rectorat pour tenter d'entrer dans l'enseignement catholique, par exemple, le sait très bien. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas les diplômes, il ne regarde pas les compétences, il regarde juste votre conformité
au cadre, au cadre malade qui a été défini par la rue de Grenelle. C'est une génération quand même qui aura beaucoup souffert, hein, cette génération-là, à qui on va mettre de l'IA dans les mains. Il y a quelques années, ils étaient encerclés littéralement dans les cours de récréation pour éviter de se toucher les uns les autres. On leur a appris à parler avec un masque sur la bouche. Et aujourd'hui, le prof va faire son cours avec de l'intelligence artificielle. Franchement, il en ressortira sans doute pas grand-chose. Et on sait depuis les premiers sociologues qu'il y a une forme de vase communicant entre la capacité à s'exprimer, à penser et l'agir violent. On ne peut pas me soupçonner d'être un affreux gauchiste, mais il est parfaitement juste, effectivement, de mettre un rapport d'équivalence entre la crise de la culture, l'abrutissement généralisé, notamment dans le cadre scolaire, et l'ensauvagement du pays. Ça, c'est très clair. Donc les conséquences de cette forme de fonte des cerveaux à l'école seront sans doute désastreuses et dépasseront de bien loin la simple question des tests PISA. Il y a une espèce de fascination numérique dans l'éducation nationale française, et notamment chez les politiques et les politiques progressistes, qui à chaque fois voient le numérique comme une espèce d'outil d'émancipation des masses. Et donc, qui explique qu'il faut que les jeunes apprennent à coder à l'école, qu'il faut que l'école ait sa propre intelligence artificielle. Alors, il ajoute souveraine pour faire plaisir aux nationalistes, voilà, sans se rendre compte que, évidemment, ce n'est pas parce qu'ils maquillent avec des adjectifs comme éthique ou souveraine des solutions abominables qu'on va adhérer à leurs idées stupides. On est à chaque fois fasciné par la manière dont le progressisme ne voit son salut que dans la technologie, dans la machine, dans l'extension non humaine des capacités humaines. On est là dans les derniers soubresauts du mythe du progrès, à savoir, vous le mentionnez, la croyance d'une émancipation de l'homme par ses propres moyens, en l'occurrence l'innovation technologique. Un mythe qui s'est quand même fracassé sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est quand même fracassé sur Hiroshima. Bon, donc on devrait en revenir un petit peu, ou du moins traiter ces fantasmes avec prudence. Au lieu de ça, évidemment, par facilité, on s'engouffre en plein dedans. Et si vous voulez, Internet a permis de mettre à disposition l'information. C'est un peu comme dans une mine de sel, hein. Vous avez l'extraction dans un premier temps, et l'IA permet de la raffiner. Et ça me paraît aujourd'hui à peu près acquis. Et ayant eu par le passé énormément de réserves vis-à-vis de l'intelligence artificielle, eh bien parfois je me rends compte que ça permet de hiérarchiser des choses très complexes, de les mettre en perspective. Il n'y a pas tant de biais idéologiques qu'on pourrait l'imaginer. Surtout, ça introduit un processus itératif, c'est-à-dire à partir d'une question, générer une réponse qui elle-même suscite une autre question. Mais encore faut-il, pour manier l'outil, disposer du minimum nécessaire. Or, en quatrième, eh ben, ce minimum nécessaire, on n'en dispose pas encore. C'est l'affaire de 15 ans, de 15 ans de vie, tout ça. Donc, à vouloir mettre la charrue avant les bœufs, eh ben, la charrue n'ira nulle part. Il y a aussi un souci quand même majeur dans l'intelligence artificielle. C'est bien sûr, on a tendance à considérer que tout se trouve sur Internet. Donc que tout est numériquement déjà ordonné et disponible. Mais il suffit qu'il y ait un film qui n'ait pas été numérisé, un livre qui n'ait pas été numérisé, une conférence, une parole, une expérience, un tableau, un paysage, pour que l'intelligence artificielle soit incapable de s'en saisir. Donc, on est évidemment face à un outil qui est capable de donner la réponse moyenne à une question, qui est capable de donner le consensus numérique en fait à une question, mais qui n'est pas capable véritablement de prendre en compte ce qui n'est pas disponible. Donc, on en revient d'ailleurs au même problème que suscitait Google, c'est-à-dire de dire que ce moteur de recherche, en fait, ne fait qu'effleurer tout ce qui est disponible numériquement
et donc laisse de côté des résultats tout à fait intéressants, en partie parce que les gens ont appris à travailler avec l'algorithme de Google, c'est-à-dire à faire en sorte de faire remonter non pas les réponses les plus pertinentes, mais les réponses qui flattent, entre guillemets, la pente de l'algorithme. Et donc des milliers de résultats sont à jamais ignorés d'un internaute qui lance sa requête. Et même chose avec l'intelligence artificielle. Elle est capable de... Elle n'a pas les mêmes réflexes qu'un moteur de recherche classique, mais voilà, ce qui n'est pas disponible en ligne lui restera à jamais caché. L'IA suppose de créer un double numérique du monde, puisqu'elle fonctionne comme une mine d'informations, et plus la quantité de matière première est grande, plus l'IA est performante. Mais voir un brin d'herbe, ce n'est pas sentir le brin d'herbe, ce n'est pas le goûter, si tant est que ce soit appréciable. Et effectivement, dans cette illusion un peu prométhéenne, on a le sentiment d'avoir créé une forme de copie parfaite de l'existence euh, disponible via nos smartphones, via nos ordinateurs. Or, c'est quand même à bien des égards une illusion. Voilà. Et il y a des choses qui ne passent pas par le truchement simplement d'une, comment dire, d'un traitement hiérarchisé, d'un traitement ordonné de l'information, mais par une sensibilité qui aujourd'hui très largement échappe aux algorithmes. C'est une chance aussi, entre parenthèses. Encore heureux qu'on puisse pas aujourd'hui, du moins, recréer parfaitement le monde de façon artificielle. Bah, Mais raison effectivement. de plus, justement, pour prendre un peu de distance par rapport à ces outils. Et quand on voit à nouveau, hein, je regardais là ce matin avant que l'émission commence, quelques perles du concours des professeurs en région parisienne cette année, de professeurs admis à l'oral, qui n'écrivent pas quand même, mais comme même, qui, pour référence, puisent dans Disney, par exemple, qui attribuent les fleurs du mal à Victor Hugo. Enfin, les exemples sont nombreux. Bon, on se dit, attention, parce que l'intelligence artificielle mise dans les mains de gens comme ça sera une arme de destruction massive du savoir et de l'intelligence. Euh, Est-ce que quand Elisabeth Borne explique que c'est un cerveau auxiliaire, que ça ne dispense pas évidemment d'apprendre par soi-même, elle est naïve, elle est pleine de bonne volonté, elle sait pertinemment qu'elle est en train de proposer quelque chose de stupide et en espérant que les gens vont en discuter, que ça lui permettra de paraître progressiste face aux réactionnaires, ou est-ce que véritablement elle veut mettre en place quelque chose dont il est évident que tous les effets seront pervers? Oui, parce qu'en plus, on avait discuté de Kaczynski lors d'une de nos dernières émissions. Euh, L'un des grands axiomes de Kaczynski, l'un de ses grands présupposés, c'est que l'innovation technologique introduit des nouveautés qui sont inconcevables au moment où l'innovation naît. Et donc, en réalité, c'est tout le monde qui change. Et évidemment, dans un premier temps, bah, on aura le choix entre utiliser ou pas l'IA. Sauf que dans une école qui généralise l'IA, eh bien, le rythme de production, par exemple, des travaux va être différent, sans doute qu'il va s'accélérer, sans doute que les canons de ces travaux seront eux-mêmes différents. On va demander aux élèves de pouvoir peut-être va symboliser un certain nombre d'idées qu'ils formulent. Il y a des images, par exemple, à l'aide justement de l'IA générative. Et donc, ce qui devait prendre une place, comment dire, circonscrite, finira par prendre toute la place. Voilà. Et ça, il y a une prétention évidemment incroyable de supposer qu'on gardera la maîtrise de ces outils. Et les pays, par exemple les Émirats arabes unis, en Corée, où on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le cadre scolaire, sont des pays qui, par ailleurs, cultivent l'excellence scolaire. Et
on n'est pas des idéologues, c'est-à-dire que on fait de la politique à partir des réalités. Mais la réalité de l'école en France, c'est un état de déshérence intellectuelle, d'une forme d'acculturation généralisée, tant au niveau des élèves, mais surtout au niveau des professeurs. Et c'est bien parce qu'il y a une acculturation au niveau des professeurs qu'il y a une acculturation au niveau des élèves. Donc nécessairement, on ne tirera pas les mêmes fruits de l'IA mise en place en milieu scolaire en France et en Corée du Sud. Effectivement, il y a peu de chances que la France se transforme en Corée du Sud quand on voit ces classements PISA. Et, euh, et est-ce que dans les quelques minutes qui nous restent, vous nous avez dit que, en fait, quand on est formé, on arrive à utiliser l'IA pour organiser les idées, pour aller chercher une source complémentaire. Est-ce que cet usage intelligent de l'intelligence artificielle commence à être théorisé, c'est-à-dire un usage intelligent, c'est-à-dire prudent, c'est-à-dire un usage qui ne demande pas un produit fini, mais juste d'aider à mettre une brique supplémentaire à la rédaction déjà entreprise, un codicile au contrat déjà imaginé, etc. Est-ce que on sent que certaines professions ont réussi à domestiquer l'IA en quelque sorte? Elle les domestique plutôt. Et je discutais il y a quelques jours avec un avocat qui me racontait comment aujourd'hui certains clients ont eux-mêmes, à l'aide de l'IA, préparé un contrat qui lui demande juste de relire pour la forme et de valider pour la forme. Donc c'est plutôt un processus de domestication, mais dans le sens domestication de l'homme par la machine que de la domestication de la machine par l'homme. Il y a aussi une deuxième difficulté, c'est que cette IA c'est le deep learning, c'est-à-dire qu'elle apprend d'elle-même, elle apprend de ses propres erreurs, ce qui signifie que l'algorithme, par exemple, de ChatGPT, change toutes les secondes et qu'en réalité, on n'aurait pas commencé à s'y intéresser, il a déjà évolué 1000 fois. Et donc, c'est là où l'innovation, d'une certaine façon, nous échappe. Et c'est là où il est même difficile de penser l'innovation, parce que à peine a-t-on commencé à formuler quelques hypothèses, que l'innovation a déjà complètement évolué. Rémi Tel, une dernière question. Est-ce que on est capable aujourd'hui, dans certains cercles informatiques, de développer des IA bornées, c'est-à-dire où, au lieu de les lâcher dans le vaste monde numérique, on fait exprès de ne leur donner accès qu'à une portion d'une base de données informatique? J'ai envie de dire qu'à ce moment-là, c'est plus l'IA, c'est-à-dire qu'on retourne finalement au système de la calculatrice, c'est-à-dire un ordre et une réponse à cet ordre, ce qui est plutôt le fonctionnement informatique depuis la création de l'ordinateur. Ce qui fait la singularité de l'IA, justement, c'est l'absence de frontières. C'est que la précision de sa réponse et la richesse dans son regard, et parfois c'est absolument stupéfiant, hein. Moi, ça m'est arrivé un jour de dire, voilà, écrit un poème sur Emmanuel Macron à la façon de Théophile Gautier. Et en 20 secondes, si vous voulez, ça vous produit quelque chose d'extraordinaire. Bon. Tout ça, pour produire ça, il faut que la quantité d'informations sources soit illimitée. Donc, quand on borne l'IA, en fait, on n'a plus affaire à de l'intelligence artificielle et on bute aussi là sur une tendance anthropologique, qui est celle de la puissance et même d'une certaine façon un peu la théorie des jeux. Savoir que lorsqu'on peut se doter d'outils qui nous rendent plus forts que le voisin, eh bien, mécaniquement, on le fait, et si c'est pas vous qui le faites, bah, ce sera le voisin qui le fera et qui vous dominera. Et donc là, ça pose des questions vraiment existentielles auxquelles il est très difficile de répondre. Eh bien, merci beaucoup. Je m'apprêtais à donner le nom de l'invité, Tugdual Denis, mais non, vous n'êtes pas Tugdual Denis. Merci beaucoup, Rémi Tel, et Merci à Richard. très bientôt sur Radio Courtoisie. Au revoir.